Alors, est-ce qu'il est trop tard pour se reconvertir dans l'informatique? Je pense pas. Tout d'abord, merci Aldo pour ton partage. J'ai trouvé ta vidéo intéressante, mais j'ai pensé pouvoir amener un petit peu de nuance et un peu de perspective dans tout ça. Donc je me suis permis de te taguer, j'espère que tu m'en voudras pas. Bien, la première des choses que j'aimerais aborder, c'est concernant les layoffs. Donc les layoffs, c'est le fait de virer énormément de monde. C'est ce qui s'est passé au moment de la sortie de ChatGPT. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est simplement que la révolution de ChatGPT est mise au goût du jour. Donc tout le monde se rend compte de l'engouement extraordinaire qu'a eu ChatGPT au moment de sa sortie. Et les boîtes, ayant peur pour leur business, pour la suite, pour leur survie, savent qu'elles ont tout intérêt à mettre en place beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles décident du jour au lendemain d'arrêter énormément de gens. Et il y a une vidéo de Joe Matek que je vous mettrai certainement en haut qui parle de ça et qui est un petit peu satirique mais qui dénote très bien la situation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles elles se sont serrées la main pour virer un maximum de gens de leur côté. Donc Amazon, Google, Facebook, enfin tous les GAFAM on lay off 4000, 5000 employés, 3000 employés par-ci, et ainsi de suite. Mais pour quelle raison? Bah justement, la raison, elle est qu'il faut qu'ils investissent un maximum sur l'IA. C'est très énergivore, ça coûte énormément en matos, en ressources et du coup en salaire de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et donc, ils se sont séparés d'une grande partie de leur effectif pour pouvoir investir massivement là-dedans. Petit peu d'histoire maintenant, on reprend des entreprises comme IBM ou Xerox, qui avaient vraiment des monopoles à l'époque, qui ont décidé justement, parce qu'elles étaient vraiment sur le haut du panier, de se dire, bon, ça, on peut passer à côté, ça, c'est pas un problème. C'est comme ça que ils investissent énormément dans de la découverte avec des ingénieurs venus du monde entier pour leur donner carte blanche, des budgets illimités et du temps illimité pour construire des choses. Et de ça, chez Xerox, ressort pas mal d'innovations, notamment l'UI, comme on le voit aujourd'hui avec un ordinateur avec une souris qu'on peut naviguer, quelque chose qui n'était absolument pas répandu à l'époque. Des choses comme la programmation orientée à objet, pas mal de choses. Pensaient avoir le monopole et que c'était pas ça l'avenir, et ils se sont dit bon, on va passer à côté de cette technologie-là, ça nous intéresse pas. Donc ils ont donné ça typiquement à Apple, et quelque part on laissait passer leur chance. Ce que je veux vous dire par rapport à cette histoire, c'est que ils sont passés à côté d'une révolution et se sont fait dévorer en fait tout cru par les boîtes qui ont justement pris le virage. Google, les GAFAM en tout cas, hein, Facebook, Amazon et ainsi de suite, eux ne veulent pas faire partie de ces grosses boîtes qui n'ont pas pris ce virage-là. Et donc le tournant, et on appelle ça un pivot, il est drastique, c'est du 90 degrés là, on change directement, mais c'est violent, mais c'est nécessaire pour leur survie dans l'avenir. Alors je suis pas en train de justifier le fait qu'ils virent énormément de monde, hein. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire les choses, en tout cas d'autres manières d'appréhender les choses. Ça me permet de rebondir sur un deuxième sujet qui est quel est l'impact justement de ces layoffs sur le marché européen. Alors, très faible en vérité. Il y a très peu de monde qui travaille aux US qui a décidé finalement de repartir en Europe pour trouver un taf. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare quand même. C'est pas quelque chose qui se fait systématiquement. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième nuance, les boîtes européennes qui sont impactées par ça, par les layoffs, sont pas nécessairement impactées directement parce que soit elles vendent des services et leur CA, donc leur chiffre d'affaires dépend des boîtes directement. Et donc dans ce cas-là, oui, ils peuvent être impactés parce que du jour au lendemain, et ça a été le cas dans une de mes précédentes boîtes, on vendait énormément aux US un service SaaS, et du coup il y avait Google, Facebook, IBM et Red Hat dans le lot. Du jour au lendemain, ils décident de fermer les vannes et de ne plus payer des services externes, et on s'est retrouvé du jour au lendemain à énormément de CA, du million quasiment à quasiment rien. Donc la majorité des boîtes européennes sont pas forcément dépendantes à ce niveau-là des GAFAM, et donc que ce soit des layoffs, que ce soit la réduction des budgets, on n'est pas nécessairement directement impacté. Cela étant, chose importante, c'est que quand il y a une récession aux US, il y a souvent des récessions au niveau mondial. Parce que les boîtes se disent que si eux arrêtent d'investir et si eux virent, il faut faire attention. Donc les boîtes vont pas être à l'arrêt, elles vont être plus précautionneuses sur les recrutements, sur les dépenses qu'elles vont faire sur des services externes, vont préférer internaliser certaines choses, arrêter de dépenser de l'argent sur certains autres points. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ça peut avoir un impact indirect, mais l'impact il est plus psychologique que direct financièrement. Les boîtes sont plus frileuses, ou même les VC, hein, quand vous voyez des levées de fonds sur des startups ou des entreprises,
elles ont plus de friction, elles ont plus peur d'envoyer de l'argent parce qu'elles savent pas trop et qu'elles se disent que le marché US est en train de se fermer, alors il vaudrait peut-être mieux éviter d'investir. Bon, il y a toujours des exceptions, mais ça peut expliquer aussi le fait que certaines boîtes commencent à avoir du mal à se dire je vais recruter. Mais il y a toujours une contrepartie, et là on en revient à un point qui est hyper important, c'est que les boîtes continuent d'embaucher. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même s'il y a des layoffs, il y a aussi des embauches. Prenez le jeu vidéo. On entend et on lit systématiquement, toutes les semaines, tous les mois, des articles qui nous disent telle boîte a viré 200 personnes, tel studio a viré 400 personnes, et ainsi de suite. Quand on fait un triple A et qu'on recrute énormément pour que le jeu se finisse, une fois qu'il est sorti, tous ces effectifs-là ne sont pas recyclés. On n'utilise pas les personnes qui étaient là pour les prochains projets. On a besoin d'arrêter ces projets-là, on a besoin d'arrêter des personnes, repartir sur d'autres projets. Mais ce qu'on ne dit pas, et c'est ça où je trouve ça un petit peu malhonnête, c'est de se dire, on met en avant le fait qu'il y a des gens qui se fassent virer par centaines, mais on met jamais en avant le fait qu'on recrute ces gens par centaines. Vous voyez un petit peu un studio comme Respawn, qui récemment, et merci Westug pour l'info, un studio comme Respawn qui recrute 61 postes clés dans son entreprise, or qu'elle compte déjà des centaines d'employés. Pas des articles qu'on voit souvent popper ça. On est plus là en train de nous dire le marché se tient pas bien, il y a beaucoup de layoffs, mais on nous dit pas qu'une certaine boîte recrute 400 employés, 200 par-ci, 50 par-là, et ainsi de suite. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai pu vivre personnellement. J'étais inscrit sur la plateforme Malte à l'époque, en étant freelance. Donc je faisais du développement web. Et j'en fais toujours d'ailleurs. Mais un jour, je reçois un coup de fil d'un employé de Malte qui me dit, il y a une boîte parisienne qui recrute des développeurs Angular pour le coup. Ils en recrutent une quarantaine. Et ça, parce qu'il y a un nouveau projet qui se monte, parce qu'il y a un nouveau besoin, parce qu'il y a eu de l'investissement à un moment donné, que ce soit de la boîte ou d'investisseurs, enfin peu importe, il y a un nouveau projet qui se monte, on a besoin de recruter en masse. Et là, on arrive sur le point le plus culminant de cette vidéo, c'est il y a une chance, et une grosse chance que si vous ayez pris le train en marche, vous puissiez être dans le lot des personnes qu'on va recruter. Alors, bien entendu, c'est pas systématique, il faut avoir un certain niveau, on est d'accord, mais c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a un problème qui est plus profond que le fait que le marché soit saturé. Alors ça, je l'entends systématiquement, le marché est saturé. Aldo l'a très bien décrit dans sa vidéo, il parle de spammers, de bots spammers, il y a des services maintenant sur lesquels vous vous inscrivez, vous mettez votre CV, ils vont apply à votre place. Bah oui, clairement, ça va créer du bruit. C'est le mot, c'est du bruit. Les recruteurs ont peut-être plus de mal à se rendre compte qu'il y a des CV qui sont, disons, un peu plus importants ou un peu plus corrélés à leur recherche d'emploi actuelle. Mais, chose étant, c'est que ça crée du bruit. Et donc forcément, ça crée de la confusion. Il y a aussi un autre aspect, c'est que les gens maintenant se cachent derrière le fait que le marché soit saturé. Ça, c'est du bullshit. Moi, je vais vous le dire clairement. De dire systématiquement que le marché est saturé parce que vous ne trouvez pas, je suis moi-même concerné. J'ai 9 ans d'expérience en tant que développeur web, et il arrive, il y a des périodes dans lesquelles c'est difficile de trouver. Pourquoi ? C'est le marché qui veut ça. Il y a moins de demandes sur les technologies sur lesquelles je travaille. Il y a peut-être un petit peu moins de demandes au niveau des entreprises parce que peut-être que les budgets sont amenuis, mais à un moment donné, les vannes vont se réouvrir. Donc systématiquement, il y a une période, une fois tous les 2-3 ans, où c'est un petit peu moins bien. Et ça va remonter parce qu'on va avoir besoin de quelqu'un. Et là, si vous êtes là, et si vous avez pris train en marche, comme je le disais tout à l'heure, il y a de fortes chances que vous soyez dans ce train. Je n'ai pas de diplôme. J'ai que des titres RNCP. Et donc, j'ai participé qu'à des bootcamps ou des VAE. Mais j'ai intégré des boîtes d'ingénieurs. J'ai intégré des boîtes comme Atos. J'ai bossé dans des boîtes comme La Poste. J'ai bossé chez BeMyApp, qui avait des clients comme les GAFAM, Red Hat, Facebook, Google, IBM. Si vous pensez que c'est possible, je pense aussi que c'est possible. Donc, croyez-moi, je suis la preuve vivante que ça peut arriver. Je dis pas que c'est la norme et que ça va systématiquement arriver. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'informatique, et là, je reprends encore une fois le message d'Aldo qui dit « Si vous n'êtes pas là-dedans, et moi je rajouterai la nuance que si ça vous intéresse pas plus que ça et que c'est l'argent qui vous attire, je vous déconseille également de vous lancer dans l'informatique. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous aimeriez travailler, se former maintenant, c'est de se donner l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît, et sachant que c'est quelque chose qui vous plaît, potentiellement, vous allez mettre un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'impact dans ce que vous faites. Peut-être que vous aurez plus de facilité parce que vous n'avez pas l'impression de travailler en fait. Tout le jeu du fait que j'ai appris le développement repose depuis 9 ans sur le fait que j'ai pas l'impression de travailler quand je travaille. Et c'est ça qui est fou. Moi, ça me convient.
Peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais en tout cas, le fait de commencer maintenant, ça peut potentiellement vous ouvrir des portes demain. Bien, parlons des opportunités et parlons aussi rapidement de tout ce qui est formation. Parce que je pense qu'il y a un petit point à faire par rapport à ça. Faire 5 ans d'études n'est pas nécessaire pour trouver un emploi. Mais je vous le dis clairement, la porte que ça vous ouvre, c'est simplement 6 mois de stage en fin de votre cursus. Ça peut être un premier pas dans une entreprise. Si c'est votre plan de vous endetter, de partir sur 5 ans, faites comme bon vous semble. Si vous pensez qu'une certification peut vous permettre de valider quelque chose, les certifications que je trouve pertinentes, ce sont des certifications qu'on passe sans passer par des années d'études. Donc ça peut être Oracle, comme dit Aldo, ça peut être également Linux, comme ça a été évoqué. Il y a des certifications comme ça qui peuvent potentiellement mettre un petit cachet supplémentaire sur ce que vous êtes capable de faire. Mais un bootcamp peut suffire à vous donner les capacités minimum dans le développement. Et ensuite, ce qui va faire la différence, c'est la pratique. Vous n'aurez pas la porte ouverte quand vous sortez d'un bootcamp, on vous fermera toutes les portes de l'emploi parce que vous n'avez ni expérience et vous avez, en plus, on n'est pas certain que vous ayez la bonne théorie. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir passer par une période de transition. Cette période de transition, elle est toute trouvée, c'est le freelance. C'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même et que j'encourage les personnes qui souhaitent se lancer dans le développement et qui n'ont pas envie de se lancer dans 5 ans d'études et 40-50 000 euros de dette, de se lancer dans une formation qui est potentiellement rémunérée par le Pôle emploi, ou du CPF, ou de l'autofinancé. Et généralement, ça ne coûte pas plus de 6 000, 8 000 euros. Il faut les avoir, mais en tout cas, si vous avez la possibilité, ça peut être un choix. De faire ça, de vous lancer là-dedans, et de commencer à travailler pour des clients directs. Parce qu'il y a une chose que n'apprendront jamais des personnes qui sont en cursus, et je le sais, parce qu'actuellement, on est en train de recruter des stagiaires. Sachez juste une chose, c'est que les personnes qui ont moins de 2 ans d'expérience, voire moins d'1 an d'expérience, ne sont pas nécessairement considérées comme des personnes autonomes et des développeurs à part entière. Prenez-le comme vous le sentez, mais c'est absolument pas une fin en soi d'avoir un diplôme. Dans ce monde, il n'y a que la compétence qui soit reine.